Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravi de vous trouver aussi nombreux aujourd'hui, en sachant que voilà, on entame la pause pascale, donc on est vraiment entouré de motivés. Ça fait extrêmement plaisir. Je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Marc Dupuis. Je suis un ancien membre de l'équipe conférence de Pixel, et c'est moi qui vais me charger de présenter un tout petit peu l'association avant de céder la parole à Yannick Rochat, ici présent, qui sera le maître de cérémonie pour la suite des opérations. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Pixel, qu'est-ce que c'est? C'est l'association de la culture vidéoludique de l'Université de Lausanne et de l'EPFL, qu'on a créée avec un petit groupe d'étudiants il y a un tout petit peu plus de 2 ans. Et comme vous le constatez, on organise entre autres choses des conférences, aussi des soirées jeux. Et plus globalement, on tient un site sur lequel on est très très actif. Et on a la chance de recevoir plein de jeux à tester. Donc on se lance dans l'aventure magique du journalisme quand les jeux nous sont offerts par les éditeurs. Ça, c'était la partie page de pub. Maintenant, plus concrètement, je vais parler de la soirée. Alors, le thème de la soirée, vous le connaissez vu que vous êtes présent, game designer. Et pour en parler, on a organisé conjointement avec le Game Lab cet événement. Et je vais céder la parole à Yannick Rochat, ici présent, qui est donc premier assistant en faculté des lettres et geek le reste du temps. Oh là, Dieu. Merci beaucoup Marc, merci pour l'invitation, donc merci à l'association Pixel de nous avoir invités, puis merci d'être aussi présent. Donc je vais rapidement présenter les trois personnes donc, qui vont parler à tour de rôle, une vingtaine de minutes de présentation chacun. Ça nous occupera une première heure. Et ensuite, la discussion sera ouverte. Donc il y aura peut-être des échanges entre eux, j'aurai quelques questions à poser, le public aussi pourra participer, intervenir. Mais on va d'abord avoir en bloc ces trois présentations les unes après les autres. Donc on commencera par Sandro Dallaglio, qui est game designer, qui vous parlera un peu d'un jeu phare qu'il a développé. Enfin, je vais pas spoiler Petit jeu. Mais donc on va pouvoir explorer le métier, la tâche du game designer à travers cette étude de cas qui est vraiment très précise. Effectivement, c'est un petit jeu ce qui va permettre en fait de le découvrir sous toutes ses coutures. Sandro gère le site, enfin je dirais, la dernière fois tu m'as permis de dire rédacteur en chef. C'est un peu bizarre. D'un coin de Pixel qui fait également de la critique vidéoludique. Participe aussi au podcast Tartine Mécanique, donc qui s'intéresse justement aux jeux vidéo et en particulier au game design, en collaboration avec David que je vais décrire ensuite, que je vais présenter ensuite. Et il anime des ateliers autour du game, du level design en particulier. Level design, aussi game design, enfin, des choses autour des jeux. Donc voilà, comme ça on aura l'occasion d'en discuter plus au moment du buffet. David Javet, mon collègue. J'ai eu l'impression qu'il y avait un buffet. C'est le palace. C'est ça. David Javet fait actuellement une thèse en section d'histoire et esthétique du cinéma ici en faculté des lettres. Collègue au Game Lab de l'Université de Lausanne, donc groupe d'études sur le jeu vidéo, au même titre que Céline Christian qui est ici et Isaac Ponté qui n'a malheureusement pas pu se libérer pour être avec nous. David a également beaucoup de casquettes, donc game designer au sein du collectif Chagata Games, fait beaucoup d'événementiels, donc il organisait par exemple la scène du jeu indépendant à Numeric Games à Yverdon l'automne passé, il refait ça cette année. C'est également un des animateurs du Meetup, donc c'est un lieu de rencontre, c'est une rencontre mensuelle entre game développeurs en Suisse romande. Tous les deuxièmes mercredis du mois. C'est tous les deuxièmes mercredis du mois. Voilà. Depuis 3 ans. Et puis, j'avais encore noté quoi à propos de toi. Donc, participe au podcast. Et donc, justement, il y a cette casquette de chercheur, de créateur et également d'unificateur. Enfin, c'est une personne qui est bien placée pour vous parler de la scène indépendante, mais c'est pas pour cette raison qu'il est venu ici. C'était le cours à 3 heures. Il est venu donc pour parler de ce qu'il fait en tant que game designer et puis d'un projet en particulier qui réunissait 25 26, ouais. 26 créateurs de jeux vidéo romans.
Aurélien, pour terminer, Aurélien est Interactive... Ah, j'arrive pas à me relire. Je suis team leader. Enfin, Interactive Content Team Leader. Mais c'est un Voilà. peu- Chez MindMaze, qui est cette start-up sur le site de l'EPFL qui est évaluée maintenant à 1 milliard. Oui. À 1 milliard, et donc qui fait de la neurorééducation à l'aide de la réalité virtuelle. Donc l'idée, c'est qu'avec des stimuli en images, stimuli en son, en utilisant les techniques qui se développent extrêmement rapidement de la réalité virtuelle, réussir chez les personnes qui ont des pertes de mobilité ou d'autres troubles de ce genre, de pouvoir en fait recréer des stimuli, réussir à faire ce qu'on n'arrive pas forcément en dehors du casque. Aurélien est ici pour présenter son jeu qui est en développement, sur lequel il travaille en solo, qui s'appelle Looking for Imago. Il y a quelque chose que j'aime en particulier, qui m'a beaucoup touché la première fois que j'ai rencontré Aurélien, c'est qu'il y a donc ce travail à MindMaze l'occupe à 100%, et chaque jour quand il rentre chez lui, il passe entre une demi-heure, 1 heure. Chaque jour un tout petit peu, c'est un travail d'orfèvre. Il amène en fait une nouvelle touche, il règle un nouveau bug, il en crée 3 au passage, sur son jeu. Et ce jeu, on le découvrira, ce sera une présentation interactive. En mode let's play. Et original en mode let's play où il parlera de son jeu pendant que quelqu'un se ridiculisera à se manger des insectes C'est moi. en arrière-plan. Donc tout de suite, je laisse la parole à Sandro. Ok, cool. Merci. Et donc notez vos questions, on y répondra en fait dans 1 heure. Alors merci Yannick. Alors, on va parler, comme il vous a dit, juste. Alors on va parler de Wedding Invaders, comme il vous a dit. Alors effectivement, c'est pas un de mes jeux phares. J'ai travaillé sur des choses beaucoup plus grandes que ça. Mais justement, la raison pour laquelle il est là aujourd'hui, et puis je parle de celui-là, c'est parce que je pense que c'est la bonne taille pour pouvoir bien vous expliquer en fait toutes les étapes et tout ce qui me passe par la tête quand je crée un jeu en fait. Donc je vais vous expliquer dans un premier temps déjà qu'est-ce que c'est Wedding Invaders. C'est un jeu qui a été créé par 3 personnes, donc Nicolas Schuster, qu'on appelle Conny, Julien Matet et moi-même. Alors Nicolas Schuster faisait la programmation du jeu, Julien Matet le sound design, et puis moi forcément le game design, c'est pour ça que je suis là. À quelle occasion il a été fait, parce que vous verrez c'est important pour la suite. Il a été fait à l'occasion de mon mariage en fait. J'ai eu cette idée parce qu'on s'est retrouvé avec des desserts. Il y avait plein de desserts différents, mais du coup les gens pourraient pas goûter tous les desserts. Ils auraient tous un dessert, mais ils devraient le choisir. Donc ce qui fait que les gens qui étaient en premier à la table des desserts, ils pourraient plus choisir que ceux qui étaient en dernier. Comme game designer, je me suis dit tiens, ça c'est rigolo, il y a des contraintes, on peut jouer avec ça, et je me suis dit autant en faire un jeu pour le mariage où chaque table va concourir ensemble. En fait, on va cumuler les scores de chaque table, et ceux qui auront le plus de points, ils auront accès au dessert avant ceux qui ont moins de points. Comme ça leur permettra d'avoir le choix. Alors ça, c'était l'idée de base. Ça a été développé en 3 mois, à raison de 2 demi-journées par mois environ. Et c'est disponible sur iOS et Android gratuitement. Je pense que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler, donc je vais quand même vous montrer très rapidement juste à quoi ça ressemble. Voilà, que vous compreniez l'idée. Voilà, c'est ça. C'est juste un jeu tout simple où il y a 2 extraterrestres qui doivent se faire des becs. Quelles étaient les contraintes ? Parce que là, du coup, j'avais pas mal de contraintes pour ce jeu-là, étant donné l'endroit où il allait être utilisé. Alors, la première contrainte, c'était Space Invader. Parce qu'avec ma femme, on s'est rencontrés autour du jeu Space Invader et puis des mosaïques Space Invader. Donc il fallait qu'il y ait une référence à ça. Ça devait être rapide à prendre en main parce que forcément, il fallait comprendre, comme c'était sur une soirée et puis les gens n'allaient pas avoir le temps de beaucoup y jouer, il fallait qu'ils puissent comprendre tout de suite les règles du jeu, le fonctionnement du jeu. Il fallait que ce soit accessible aux non-joueurs forcément. J'avais plein de gens qui étaient là, qui ne jouaient jamais aux jeux vidéo. Et à l'opposé, j'avais aussi, forcément, vu que je suis dans le milieu du jeu, j'avais des gros joueurs qui étaient là à mon mariage et qui, eux, il fallait aussi que ça soit intéressant pour eux et pas qu'ils s'ennuient. Il y avait besoin aussi que les sessions durent à peu près 1 minute, parce que mon but, c'était pas non plus transformer mon mariage en salle de jeu où personne se parle. Il fallait quand même qu'ils puissent faire une dizaine de sessions de jeu pendant la soirée sans que ça leur prenne toute la soirée. Donc je me suis dit à peu près 1 minute.
Et puis, peu de temps de développement, ça c'est ma faute parce que je me suis fixé des objectifs. Je me suis dit, c'est bon, c'est moi qui vais le développer parce que je sais absolument pas coder, mais ça va être tout simple. C'est avéré qu'au mois de février, j'ai appelé justement Nicolas en pleurant, en lui disant, il faut que tu m'aides. J'y arrivais pas du tout. Et résultat, il nous restait que 3 mois à peu près. Et il nous restait, voilà, on avait une demi-journée par semaine, donc il fallait que ce soit rapide, que ce soit pas un projet qui se mette à déborder et qui devienne gigantesque. Alors, l'idée de base, vous l'avez vu, je la résumerai en ces mots, One Touch Kissing Game. Donc ça, c'est exactement le dessin que j'ai envoyé au programmeur pour lui expliquer le projet que je souhaitais faire. Donc vraiment deux Space Invaders qui montent et qui descendent automatiquement. Et quand on appuie, si on appuie au bon moment, ils s'embrassent. J'ai travaillé ça pour arriver à ce design-là. Ce premier design où on voit tous les éléments de jeu. Donc ici, on a le kiss, le bisou, on a la vitesse, les vies et le score. Donc comment ça fonctionne? On a chaque bisou réussi augmente le score. Donc dès que vous réussissez un bisou, ça augmente un certain nombre de points. Il y a 3 types de bisous différents. Il y a le bisou normal, qui est dès qu'on touche, peu importe, dès qu'on est assez éloigné, on n'est pas très précis. Donc là, on gagne 1 point. Ensuite, il y a quand on est plus précis, qui sont quasiment alignés parfaitement, on a 2 points. Et quand ils sont alignés parfaitement, on a 3 points. Okay? À l'inverse, quand on rate, quand on fait un bisou n'importe où dans le vide, on perd une vie. Et lorsque le compteur de vie qui est fixé à 3 tombe à 0, on fixe le score et puis on a le score de la partie. Et on recommence. Okay? La vitesse, elle, n'a aucune interaction avec le reste. Elle est constante, c'est-à-dire comme vous avez dans Tetris ou dans Pong, elle monte. Elle se contente de monter, d'accélérer tout au long du jeu. Donc je mets ça en place, on code une première version, et là on se rend compte qu'on a 3 problèmes. Je vous liste les problèmes, et puis ensuite on y revient. Alors l'accélération qui pose un plafond, trop léger pour les joueurs confirmés, et puis le bug du double kiss. Alors, l'accélération qui pose un plafond, c'est un problème en game design qui n'est pas inconnu. C'est dans à peu près dans les jeux que je vous ai cités, dans Tetris il y est, dans Pong il y est. C'est qu'au bout d'un moment, le jeu va tellement vite que humainement, c'est plus possible à contrôler. Du coup, tout le monde au bout d'un moment touche ce plafond et les scores sont quasiment similaires parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Et ça pose un autre problème au final, c'est que les gens qui arrivent à ce niveau de jeu, en règle générale, eux ils s'ennuient au début. C'est-à-dire que le début, les premières 20 secondes, le jeu est tellement lent pour eux que ils attendent la deuxième partie. Et moi j'avais envie, pas de corriger la chose parce que ça serait extrêmement prétentieux vu que ça fait des années que c'est pas solutionné, mais j'avais envie en tout cas d'amoindrir ce problème-là et de trouver une solution. Donc j'ai commencé à jouer un petit peu avec mes éléments de jeu et voir si je pouvais créer des interactions entre mes éléments de jeu avec la vitesse. Je me suis dit, est-ce que par exemple, je pourrais lier les vies à la vitesse? Est-ce que plus j'ai de vie, plus le jeu va vite, moins j'ai de vie, moins il va vite? Ou alors est-ce que je lie plutôt les bisous à la vitesse? Est-ce que suivant le nombre de bisous faits, la vitesse augmente? Ou est-ce que c'est le score qui va définir la vitesse? Ou alors même, est-ce que j'enlève complètement cette notion de vitesse et puis que la vitesse est constante? Est-ce que ça peut marcher? Alors si on a des game designers dans la salle, je pense qu'il y en a qui se sont dit, on voit vite, en fouillant un petit peu et en regardant où ça nous envoie, que c'est joli mais c'est un peu de la merde comme idée. Ça ne marche pas, ça crée plus de problèmes que de solutions. Donc je dois dire, je n'ai même pas essayé de dire au programmeur, vas-y, essaye des versions. Je dis pour l'instant, on met ça de côté et on passe au problème suivant, on y reviendra après. Donc je suis passé à mon trop léger pour les joueurs confirmés. Comme je vous ai dit, j'avais plein de joueurs qui sont des très gros joueurs. Si vous aussi dans la salle, il y a des gens qui jouent pas mal, vous vous rendez bien compte que mon concept il est un tout petit peu léger. Même pour quelqu'un qui va jouer, je sais pas, 20-30 minutes en une soirée, le but c'est pas que ça dure des heures, c'est quand même un concept qui est très très simple. Donc j'avais envie de mettre une couche supplémentaire pour les joueurs qui ont justement un petit peu plus l'habitude. Première idée, forcément, les combos. Je me dis, je pourrais mettre un système de combos. Et tout de suite après, je me dis, j'ai pas envie parce que c'est le système qui vient tout de suite à l'esprit, tout le monde veut faire ça, donc du coup, je veux faire autre chose. Surtout que j'avais mon magnifique troisième problème qui était là et qui me tendait les bras, le bug du double kiss. Alors je vous explique ce que c'est. C'était simplement qu'on s'était un peu trompé dans le délai entre les bisous. C'est-à-dire qu'en étant très adroit, on pouvait faire un premier bisou à cette hauteur et puis on renvoyait un deuxième dans la foulée, donc ça touchait 2 fois. Et avec le programmeur, on s'est dit, tiens, c'est pas inintéressant, c'est assez difficile à faire, ça demande vraiment un peu d'adresse. Est-ce qu'on n'utiliserait pas ça pour donner plus de profondeur au jeu? Du coup, c'est parti, on essaye, et puis
je lance un nouveau design où je rajoute, voilà, on garde les trois, donc le trio qu'il y avait au début avec la vitesse ici, mais je rajoute cette fonctionnalité de double kiss. Où là, ce qui se passait simplement, c'était quand on fait un double kiss, ça active la fonction double kiss quand on arrive à faire 2 fois, et puis le double kiss va envoyer 5 points de plus au score, donc encore plus que les 3 points du perfect kiss. Ok ? Assez fier de mon boulot. J'appelle le programmeur, je lui dis c'est parti, on essaye une version et puis on verra ce que ça donne. On se met à y jouer et il y a un problème. Ça marche pas du tout, mais vraiment ça marche pas du tout. Et je me dis mais enfin qu'est-ce que j'ai fait faux? Et là il y a une grande phase de recherche et je décide au bout d'un moment de me dire mais si je posais toutes les dynamiques du jeu. Alors je vais expliquer 2 minutes pour ceux qui connaîtraient pas. Enfin, il faut bien faire la différence en fait entre le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un tableau des mécaniques, c'est-à-dire ce qui se passe dans le jeu, ce qui est codé dans le jeu. En fait, c'est le comportement du jeu qui est immuable, c'est ce qui se passe qu'il y ait un joueur ou pas de joueur, c'est ce qui est codé dans le jeu, ce que vous avez vu tout à l'heure. Les dynamiques, ça c'est ce qui apparaît quand le joueur interagit. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la tête du joueur quand il est en train de jouer. Par exemple, plus la vitesse est élevée, moins le kiss est précis. Par exemple, ça c'est une des choses qu'on va tout de suite se rendre compte. Une autre, ça va être plus le kiss est précis, plus le score augmente vite. Voilà, c'est le genre de réflexion qu'on se fait et c'est comme ça qu'on construit notre façon de jouer de mieux en mieux. En faisant ce tableau des dynamiques, je me dis, eh ben j'ai un petit problème qui se situe là au milieu. Alors ça c'est des flèches roses, mais ça voulait être rouge, mais dans Prési il n'y a pas rouge. Alors c'est rose. Mais voilà, donc ça veut dire problème. J'ai 2 dynamiques qui se nient l'une et l'autre. En fait, d'un côté, j'ai plus on tente de double kiss, plus on rate de kiss parfait. Et puis à l'inverse, plus on tente de kiss parfait, plus on rate de double kiss. Donc j'ai le cœur de mon jeu, c'est faire des kiss parfaits, et j'ai rajouté quelque chose qui dit aux joueurs de ne pas le faire. En fait. Donc déjà là, je me dis, ah ouais, comme ça c'est un petit peu plus évident que j'ai quand même un problème à ce niveau-là. D'autant plus que si je regarde par rapport au design de base qui est là, toutes les dynamiques que j'avais, si je les compte, j'en avais 7 qui étaient bonnes, toutes saines. Ici, j'en ai 7 et j'en ai 2 de plus qui sont toutes moisies et qui posent un problème. Donc j'ai pas vraiment avancé, manifestement. Du coup, je me dis, ben tu vas ravaler ta fierté et puis tu vas aller voir si les combos c'est pas une meilleure idée. Voilà. Je recommence un design avec les combos. Donc pareil, de nouveau mon triangle, la vitesse ici, on n'a rien touché. On a rajouté la fonction combo. L'idée du combo, c'est 3 bisous parfaits. Ça enclenche la fonction combo. Et la fonction combo, pour chaque... à partir de 3 bisous parfaits, chaque bisou parfait supplémentaire rajoute une vie, en fait. Donc, jusqu'à ce qu'on casse la chaîne. Et à partir de ce moment-là, eh ben, il faut refaire 3 bisous parfaits pour relancer une chaîne. Et donc, on peut augmenter le compte de vie. Et là, quand je refais mes tableaux, je me dis, bah, ça marche nettement mieux. Déjà, je me suis débarrassé de ce truc qui n'a pas de sens, de ce système qui nie l'autre. Et puis, je me retrouve avec 11 dynamiques. Donc, j'ai renforcé les dynamiques entre les éléments. Et puis voilà, puis je me suis débarrassé des 2 autres. Donc, c'est une bonne affaire. Mais en plus de ça, et ça, c'est... comme dit Miyamoto, qui est un maître pour nous tous, on va dire ça comme ça, le créateur de Mario, il dit toujours une bonne idée, ça ne résout pas un problème, mais plusieurs. Et effectivement, je me suis rendu compte en plus de ça que par la bande, non seulement j'avais réussi à régler ça, c'est-à-dire que j'avais enfin quelque chose qui était assez complexe pour qu'il y ait un deuxième layer de vision pour les bons joueurs, mais en plus de ça, j'avais régler mon problème d'accélération qui pose un plafond avec 2 dynamiques très simples qui s'étaient rajoutées, qui étaient moins la vitesse est élevée, plus le combo est facile. Donc sous-entendu en tout début de jeu, même si je trouve que c'est trop lent, là il faut que je me concentre bien pour enchaîner les kisses parfaits, pour engranger le maximum de vie possible, pour justement, quand on va arriver à la fin, où plus on a de vie, plus on a de chance de faire un high score. Donc quand j'atteins le plafond, si j'arrive avec 40 vies, c'est pas la même chose que si j'en arrive avec 10. Ça veut dire que je vais pouvoir avoir une marge d'erreur plus grande, donc je vais pouvoir grappiller quelques points pour passer un petit peu plus loin que ce plafond et donc me distinguer par rapport aux autres joueurs. Donc voilà, assez content de moi, je me dis on y va et effectivement je vais re-regarder mes contraintes que je vous ai données au début pour me dire est-ce que j'ai ce qu'il me faut, est-ce que je peux du coup aller avec ça au mariage. Alors Space Invader, oui, même si c'est très moche et que c'est moi qui ai fait, parce que j'avais pas d'artiste, donc vous voyez, j'avais ces petits personnages mais qui rappelaient suffisamment, on voyait de quoi je voulais parler. Rapide à prendre en main,
Bah effectivement, il y a une seule mécanique simple, on appuie sur l'écran n'importe où, il y a un bisou qui se fait, donc ça, même ma grand-mère a compris, donc il n'y a vraiment rien de très compliqué là-dedans. C'est accessible aux non-joueurs parce que, justement à cause de ça, je voulais dire rapide à prendre en main, je voulais dire, on comprend le principe du jeu rapidement. Après, il y a une manipulation très facile, c'est intéressant pour les gros joueurs, on en a assez parlé avec ces combos. Session de 1 minute environ, j'étais pile dedans, entre 30 secondes, et puis bon, après ça montait en dessus pour les très bons joueurs. Et puis peu de temps de développement, bah oui, on a réussi à le finir juste à temps. Donc plutôt content. Et je l'ai sorti comme ça, et je dois dire que ça a très bien marché au mariage. Je vais encore vous embêter 2 minutes parce qu'à la base j'avais fait ça pour peut-être vous, pour mes amis game designers, et du coup j'avais aussi parlé un petit peu des leçons que j'ai tirées de ce jeu, parce que ça a été pour moi un jeu qui a été paradoxalement sûrement le jeu le plus simple que j'ai fait, mais c'est sûrement le jeu qui m'a le plus appris de tous ceux que j'ai fait. Du coup j'ai tiré quelques conclusions, je vais dire 3 grandes leçons et 3 petites leçons que encore aujourd'hui dans mon design de jeu j'utilise énormément. Déjà, un minimum de mécanique pour un maximum de dynamique, c'est bien. Et ça, vraiment, j'ai beau réfléchir, mais je ne trouve pas de jeu qui prouverait l'inverse. C'est-à-dire, on cumule des mécaniques dans tous les sens et puis il n'y a quasiment rien entre eux au niveau mécanique qui soit un excellent jeu. Celui qui prouve encore ça, c'est par exemple, je pense que vous avez peut-être joué au Zelda sur la Switch, qui là aussi, si vous avez le temps d'aller regarder, il y a une conférence à la Game Developer Conference, ils ont parlé de comment ils ont fait le jeu, et quand on voit effectivement les éléments qu'ils ont et les interactions entre eux, bah voilà, je crois que ça prouve encore plus que c'est vraiment la voie à suivre. On a visualisé son game design, c'est topissime, c'est quelque chose qui pour moi a été vraiment, et qu'aujourd'hui quand j'ai des problèmes je continue à faire avec ces petits schémas. Alors les miens étaient un peu plus compliqués que ce que je vous ai montré parce que je rajoutais à l'intérieur à chaque fois exactement chaque fonction, comment elle fonctionnait dans le jeu, avec exactement comme ça. Mais surtout, ce qui est vraiment génial, c'est que ça permet, avec ces petites flèches, en les bougeant non seulement sans les bouger, de se rendre compte des problèmes, et en les bougeant en se disant, mais tiens, pourquoi j'ai rien de ça et ça? Pourquoi j'ai rien de ça et ça? Et est-ce que, au final, ça serait pertinent d'avoir quelque chose entre ces éléments? Et ça, c'est vraiment générateur d'idées, et souvent, ça me permet de me débloquer pour trouver des solutions créatives que j'aurais peut-être pas trouvées autrement. Autre point, 2 mécaniques fondamentales opposées, c'est mal. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Effectivement, il faut vraiment éviter. Aujourd'hui, vraiment, comme je travaille au début d'un projet, je me dis toujours, ok, c'est quoi ma mécanique fondamentale? C'est quoi le cœur de mon jeu? Et tout ce qui ne va pas dans la direction de ça, c'est à la poubelle. Voilà, c'est vraiment très très important pour moi de garder ça toujours en ligne de mire. Et puis 3 plus petites leçons. C'est les bugs qui deviennent des features. Parfois, c'est mal. On l'a vu avec le double kiss. J'ai eu le même problème sur le jeu dont on va vous parler David après, Stonebound, où aussi en cours de développement il y a une fonctionnalité qui est arrivée qu'on a trouvé très fun sur le moment et qu'on a voulu directement intégrer dans le développement, et ça a aussi créé beaucoup de problèmes. On a dû l'enlever par la suite, donc c'est vrai qu'aujourd'hui je suis un peu plus prudent avec ça, puis je les mets dans une petite boîte. Je me dis ok, c'est intéressant, c'est rigolo, mais je vais les tester dans un espace un peu safe en me disant je vois si ça marche, mais surtout je les intègre pas au processus principal pour pas me laisser piéger dans un emballement où, au bout de plusieurs mois je me dis mais au final qu'est-ce que ça fait là, est-ce que ça a vraiment du sens que ce soit là? La simplicité pour progresser, c'est bien, ça je vous l'ai dit, c'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup appris parce qu'il est simple, parce qu'il est lisible, parce que j'ai pu vraiment comprendre ce que je faisais. Ça serait Zelda ou Assassin's Creed, je peux vous dire, je pourrais pas me permettre de faire des petits tableaux aussi clairs, et du coup ça me permettrait aussi beaucoup moins de comprendre ce que je fais. Donc ça a été vraiment très formateur. Et puis les combos, c'est obvious, mais c'est bien, c'est l'idée de dire des fois il faut être modeste. Et oui, j'ai pas encore 200 jeux derrière moi, donc au bout d'un moment il faut aussi apprendre à utiliser les mécaniques qui sont courantes, ce qui existe déjà, bien maîtriser ça avant de passer à des choses ultra créatives que personne n'a jamais fait. Donc voilà, je vous laisse avec le meilleur score, qui a un petit peu évolué. J'ai pas pu, oui c'est vrai, j'étais sûr, mais parce que c'est une image, j'arrivais pas à la changer, ça m'énervait. Donc le meilleur score aujourd'hui à 350 et quelques. Donc si vous voulez essayer le défi, n'hésitez pas, de toute façon le jeu est gratuit. Et voilà, merci de votre attention. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Peut-être prendre une question pendant qu'on change. Un peu plus tard. Alors, première question. Oui, je me demandais sur l'App Store, tu sais combien de fois il a été téléchargé? Je dois dire que moi je devrais savoir, mais je sais pas parce que c'est le programmeur qui a le compte. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est à cause de ça. Non, je ne sais pas exactement, parce que je dois dire qu'après le mariage, je ne suis pas tellement. Étant donné que mon focus
c'était le mariage. J'ai pas du tout fait de promo à côté. Donc du coup, pour moi, l'objectif était atteint et j'ai pas cherché derrière à plus en parler. Donc je me suis même pas renseigné. Je pense qu'il y a les gens du mariage et puis c'est à peu près tout. Je sais pas du tout, voilà. Puis les gens du meet-up peut-être du promo, mais c'est à peu près tout. T'as des gens qui sont devenus addicts au jeu, qui vont continuer à jouer à Ouais, alors j'ai pas mal de gens, dont David, mais oui, j'ai pas mal d'invités qui commençaient à se tirer la bourre, à s'envoyer des messages et puis à m'envoyer des screens en disant parce qu'il n'y a pas de, on n'a pas eu le temps de faire un leaderboard online, donc du coup tout le monde s'envoie des captures d'écran pour dire moi j'ai fait tant, donc ouais, ça a duré quelques mois comme ça et c'était très drôle, ouais. Ça faisait plaisir de voir que, au final, c'était prévu pour une soirée, puis au final, le jeu crochait plus que pour une soirée. Ouais. Est-ce que le jeu garde en mémoire le meilleur score qui a été fait par un certain utilisateur? Alors, par celui qui a utilisé dans le téléphone, en fait, c'est l'utilisateur du téléphone, et puis il y a son meilleur score qui est affiché à chaque fin de partie. Le score qui a été fait est le meilleur. Non. Alors je commence parce que j'essaye un petit peu d'essayer de comprendre ce que font les programmeurs, parce que jusque-là ça me paraissait de la sorcellerie. Donc j'essaye un petit peu de comprendre pour qu'on puisse mieux travailler ensemble, mais non, je ne sais pas du tout programmer. Exactement, moi je fais des petits tableaux, je fais des choses comme ça, et puis ensuite je discute avec le programmeur de ce qui est possible par rapport à ça. Voilà. Ça permet d'avoir aussi une pratique créative de création de jeux de société, par exemple de jeux de cartes. Exactement, je fais aussi beaucoup de jeux de société, et je trouve qu'en tant que game designer qui ne sait pas programmer justement, et même si, je sais pas, je me rends pas compte, mais si on sait programmer, de toute façon, je trouve ce qui est très cool avec le jeu de société quand on fait du game design, c'est la rapidité. C'est qu'on a une idée, faire des cartes, ça prend 1 heure, c'est tout de suite imprimé, on peut tout de suite voir la pertinence de nos idées. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup, d'ailleurs comme David, sur beaucoup de design de jeux de plateau pour m'améliorer ou de jeux de cartes. D'ailleurs, pour information, la formation en game design, pour ceux que ça intéresse, peut-être se former là-dedans. La formation en game design de la Haute École d'Art de Zurich, donc la ZHDK, le Master of Game Design, commence par de la création de jeux de cartes et de jeux de société, avant même de commencer à faire de la programmation ou du jeu vidéo. Il commence à créer des jeux de cartes. Commence à créer des jeux de cartes, pardon. Ouais. Merci beaucoup. Ok, bonjour tout le monde. Merci pour tous les visages que je revois qui étaient déjà présents au cours d'introduction à l'étude du jeu vidéo qui a lieu à ce semestre et qui est mené par Céline Krishan qui est ici présent. Donc, pour ce qu'on pourrait appeler cet après-midi autour du jeu vidéo, hein, ça fait plaisir d'avoir une belle place qui est donnée au jeu vidéo à l'Université de Lausanne. Mon PowerPoint, vous le verrez, est en anglais, donc je m'en excuse d'entrée de jeu. C'est une présentation que j'ai menée pour la première fois au Zurich Game Festival Ludicious, qui est un festival dédié justement aux jeux vidéo à Zurich, qui a fêté sa 4e année cette année. Et donc je vais m'efforcer, tant que faire se peut, de résumer ou de m'inspirer des idées qui sont présentes en anglais sur ce PowerPoint. Et puis donc ce que moi j'ai envie de vous présenter, donc Sandro vous a présenté vraiment la réflexion réellement qui fait face à un game designer, quel est son processus créatif. Et puis moi j'avais peut-être plus envie de vous donner une sorte d'ouvrir un tout petit peu la fenêtre sur les défis que l'on fait face, notamment dans l'espace créatif suisse romand, mais aussi les manières alternatives de se former, de se construire du savoir-faire en game design autour du jeu vidéo. Et ça notamment à travers la pratique de la game jam, qui est, pour être résumé très simplement, qui est une sorte de concours créatif de jeux vidéo. Concours est un terme un peu fort parce que souvent il y a très rarement des prix, mais qui est plutôt en fait une sorte d'événement de création de jeux vidéo avec une contrainte de temps forte. Plus généralement 48 heures. Donc voilà, en gros vous avez 48 heures pour faire un jeu. Et puis j'ai conceptualisé l'idée de cette iCube Game Jam
dont j'ai envie de vous parler pendant ces 20 minutes qui me sont très gentiment données par l'association Pixels. Quelle est donc la naissance de ce projet iCube Game Jam? Donc je suis parti en fait de faits. À l'époque, on était en 2014 et j'ai remarqué qu'en gros, il y avait un réel manque de savoir-faire et d'expérience principalement dans la région suisse romande. Donc j'ai mis Genève, Lausanne, Sion, Neuchâtel, Fribourg. Principalement un manque de savoir-faire, de travail en très grands groupes ou en groupes importants. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui a été noté très rapidement lorsque l'industrie du jeu vidéo en Suisse romande a été créée. C'est que la majorité, encore maintenant, des équipes qui travaillent sur des jeux vidéo et qui créent des jeux vidéo en Suisse en général se situent entre 5 et 10 personnes. Donc ce sont des studios qui sont situés entre 5 et 10 personnes. Et puis il y a aussi énormément de gens qui créent à peut-être 3, 4 personnes des jeux. Et donc là, l'objectif, c'était de voir ce que on pouvait en faire. De cette idée de ce manque, disons, de savoir-faire de travail en grand groupe. Et puis, on a eu aussi de très nombreuses game jams, donc ces événements créatifs justement, qui ont été menés pendant ces dernières années, notamment l'Epic Game Jam, la Global Game Jam, qui ont été mis en place dans l'espace suisse romand, qui ont permis justement d'acquérir un savoir-faire qui est un savoir-faire spécifique de création, puisque vous pensez bien que tout le monde, même probablement certains des grands game designers, n'ont pas l'habitude, en tout cas ceux qui n'ont pas participé au Game Jam, de créer dans un processus aussi intensif. Donc en participant régulièrement à des Game Jam, les créateurs suisses avaient développé un skill set, un savoir-faire de création sous pression rapide. Et puis surtout sous contrainte. Et puis les spécificités régionales incluaient de nombreuses personnes qui avaient, disons, de toute façon un travail à temps plein, donc c'était impossible de libérer un temps conséquent, et puis peu de temps à consacrer. Donc l'idée des 48 heures était évidente. Crazy ID, faisons une game jam avec le plus de personnes possible sur un seul jeu. La plupart des game jams sont faites en équipe d'environ 4 personnes, 3-4 personnes. Puis là, l'idée, c'est, je vais essayer de contacter le plus de personnes possible. Et on va prendre le risque de tous se retrouver au même endroit pendant 48 heures et de voir ce qu'on arrive à faire. Pourquoi iCube? Naissance du projet, c'est ce triple I qui fait forcément une sorte de pied de nez au triple A qui désignerait donc des jeux à grosse production. Donc là, on essaierait en gros de créer un jeu à gros budget, mais avec une sorte d'esprit ou avec des gens qui proviendraient d'une scène plutôt indépendante. Et donc, le triple I serait le moi, donc le I de indépendant, et puis le I de I, moi, parmi d'autres. Et donc, ça a donné la iCube Game Jam. Donc, les objectifs de l'iCube Game Jam étaient de constituer une plateforme créative où les créateurs pouvaient échanger du savoir-faire, évidemment, c'était l'objectif principal. Une des grandes peurs que l'on avait lors de l'événement, c'était que l'on réunisse beaucoup de créateurs de différents studios romans et que l'expérience humaine soit trop difficile à vivre et qu'au contraire, on termine avec un événement où tout le monde se crie dessus et on détruise complètement la collégialité de l'espace suisse romand, ce qui aurait été bien sûr absolument tragique, puisqu'à l'heure actuelle, on a encore une très bonne collégialité. Donc il y avait un danger réel, il y avait un danger, ça c'est important à préciser, un danger humain réel pendant l'événement. Et donc l'objectif, c'était de créer une structure d'échange et puis surtout d'être capable de la maintenir pendant tout le week-end. De réunir différentes personnes, à la fois des gens qui avaient l'habitude de travailler seuls, qui créent des jeux seuls, par exemple un créateur comme Joël Lohner, qui est un créateur important de la scène suisse romande, mais qui est quelqu'un qui a l'habitude de travailler seul, avec d'autres studios, comme par exemple les studios Sunnyside sur Lausanne, qui eux par contre fonctionnent systématiquement à grands groupes, et qui auraient beaucoup de mal à s'en tirer tout seuls. Et voilà. Et puis, les idées un peu centrales derrière le projet, c'est que chaque membre participant de la Game Jam possède le projet au même titre que tous les autres. Et donc, tout le monde est capable de l'utiliser pour son portfolio. Parce que, bien sûr, une des grandes lacunes aussi de la scène suisse, vous pouvez l'imaginer, c'est qu'encore jusqu'à très récemment, les portfolios de la plupart des gens qui tout à coup rentrent sur le marché sont un peu limités. Et donc, il s'agirait aussi d'un jeu ou d'une expérience supplémentaire qui aurait pu être ajoutée justement pour les game designers. 26 personnes, on a perdu 2 personnes en chemin. Ouf,
que 2 personnes. Mais on a quand même perdu 2 personnes en chemin. Donc l'expérience a quand même été intense. Ici, vous avez une photo de tout le groupe et puis vous avez une photo des crédits du jeu, donc du générique du jeu, avec tous les participants et leur rôle lors de l'événement. Certains d'ailleurs des participants sont dans la salle, on les salue au passage. Pour vous faire une idée, donc dans le brassage des gens, on a à la fois effectivement des créateurs indépendants, comme le créateur indépendant fribourgeois Vutraire, qui travaille sur son jeu Don Killer. Mais on a aussi, comme je vous l'ai dit, donc, des gens de chez Chagata Games, de chez Sunnyside, de chez Oniroforge à Fribourg. Et puis, donc voilà, l'idée c'était de faire vraiment un brassage à la fois entre studios, Alpha Games, un brassage entre studios et puis entre créateurs individuels, pour qu'il y ait aussi un réel échange. Puisque ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller jusqu'au bout de notre idée et puis de reproduire de manière presque parodique un fonctionnement en studio. Et donc, on a consacré, on a mené la Game Jam à Ceruleum, donc à Lausanne, et donc on a consacré chaque espace à certains groupes de création. Et puis important pour nous donc, ce soir, on a spécialement consacré une salle au playtest et au game design, donc qui était la salle qui était entièrement dédiée à montrer les itérations du jeu, à donner accès aux développeurs, aux programmeurs et aux artistes à tout moment à l'itération, donc à la forme actuelle du build du jeu. Quelle forme le jeu a en ce moment, donc à 12 heures de création par exemple. Donc vous voyez qu'au début le tout est très rudimentaire. Et puis le game designer, le lead game designer était Sandro, que vous venez d'entendre parler. Moi j'avais plus pris en guillemets le rôle de producteur, on va dire. Dans le projet, donc j'étais plutôt en conflit avec Sandro, j'essayais de lui imposer des contraintes liées à du temps. Et donc voilà, on a eu une sorte de processus continu en fait, où le jeu était réellement testé en continu. On avait aussi un espace pour l'équipe de lead, la zone des programmeurs, la zone des artistes. Donc on a séparé chacun de ces corps de métier. On en rediscutera vers la fin de la présentation des conclusions, des résultats justement de cette idée justement de faire vraiment une pièce que pour les artistes, une pièce que pour les codeurs. Vous le savez peut-être, une des traditions dans la Game Jam est de recevoir un thème, donc une contrainte supplémentaire de la Game Jam est d'avoir un thème qui nous est imposé et autour duquel on doit créer le jeu. Le thème qui nous a été donné par une des fondatrices du Museum of Digital Arts à Zurich, Caroline Hirt, qui est aussi une des créatrices de l'Epic Game Jam qui a lieu durant le NIF, et qui était 42. On n'a bien sûr pas voulu prendre la référence évidente de ce chiffre au guide du voyageur intergalactique. Je me trompe probablement dans le titre. Mais voilà, la référence en guillemets littéraire. Et puis, dans le processus de réflexion autour du game design, qui s'est mené uniquement à 4 personnes, le lead artiste de Sunnyside, Sandro qui était lead game design, et puis Aurélien qui était le chef des programmeurs, et puis moi qui étais le méchant producteur. La réflexion s'est menée en amont. Donc on a vraiment de nouveau aussi fait ce système qui s'applique beaucoup justement dans les grands studios, mais aussi à l'heure actuelle dans les plus petites productions, de pré-production, où en gros vous avez une équipe plus petite qui va construire le concept, déjà réfléchir à une teinte visuelle, une ambiance, un système de jeu, un game design, et puis qui après va le soumettre à une équipe beaucoup plus grande. On a explosé le 42 pour en garder que le 4 et le 2 qui nous intéressaient. Et donc on en est arrivé à un concept clé de notre game design qui est un jeu à 4 joueurs où on doit être 2 pour gagner. Donc en gros, on ne peut pas gagner seul. On voulait faire un jeu multijoueur, c'était important pour nous. Très souvent en Game Jam, c'est très agréable quand vous faites un jeu multijoueur, puis vous avez terminé l'événement, de pouvoir tous vous réunir autour de l'écran à la fin de l'événement et de pouvoir jouer ensemble. C'est quelque chose de très fort aussi dans ces événements créatifs. Et donc on voulait faire un couch game, un jeu de canapé, donc voilà, un jeu qui force aussi les joueurs à jouer ensemble côte à côte. Et puis l'idée c'était un jeu à 4 joueurs dans lequel vous allez former un lien fragile avec un autre joueur et gagner en le protégeant ensemble.
Donc là, l'idée, c'était aussi de créer une résonance avec ce danger humain dont je vous ai parlé autour de l'événement, qui était ce danger de justement voir toute la scène créative suisse romande se exploser par conflit créatif et conflit d'ego. Pour continuer ce concept, donc l'idée c'était que quand seulement deux joueurs survivent, ou donc sont encore à l'écran, ils créent un lien entre les deux, ce qui les rend invincibles, et les deux autres joueurs, donc je vous rappelle qu'on est dans un jeu à 4 joueurs, vont devoir s'unir pour détruire le lien qui unit les deux survivants. Au niveau des mots-clés, on pense au lien, au bond, donc en anglais l'idée du bond c'est l'idée du lien fraternel, l'idée de la cassure, break, donc moi j'ai pensé à la fracture, donc à la pierre, et puis un jeu où on ne peut pas mourir, donc on ne peut que gagner, le jeu ne se termine que quand on gagne, et donc à l'idée d'immortalité. On a pensé à l'idée des gargouilles, visuellement, ce qui pour nous faisait sens, une fois de plus pour que le game design, et ça c'est une notion à mon avis très importante, Sandro ne me contredirait pas, que ce qui vient systématiquement en amont, c'est d'abord le game design. Donc c'est d'abord votre idée clé, ces concepts que je vous ai montrés. Et puis à partir de là, on va penser la tonalité visuelle, l'univers. On va créer vraiment l'univers pour qu'il puisse rentrer en résonance avec les mécaniques de jeu, les systèmes de jeu qui vont être mis à la disposition des joueurs. On a pensé aux gargouilles. Je vous mets ici quelques-unes des explorations visuelles qui ont été faites par l'équipe d'artistes. Alors la grande chance, mais qui était aussi la grande malédiction lors de l'événement, a été qu'en gros, comme on avait une équipe immense d'artistes, de 12 artistes qui pouvaient travailler sans relâche, ils se sont peut-être un tout petit peu fait plaisir. Un petit peu trop, hein, quand vous avez tout à coup effectivement un artiste, alors qu'on est déjà tombé sur notre concept de gargouille qui vous fait un panel de 25 gargouilles différentes. Disons, c'est bien, évidemment, quand vous êtes un studio de création et puis vous avez le temps de réellement faire votre étude, mais en Game Jam, c'est meurtrier de faire ça. Et puis c'est vrai que sous les yeux d'un producteur, au contraire, on arrive derrière et puis on dit maintenant ça suffit. Voilà, donc on est une fois de plus, on est dans une contrainte de temps, très forte. Mais là, ça vous donne aussi une idée des explorations visuelles qui ont été mises en place. Comme vous pouvez le voir ici, on en a finalement choisi qu'une, qui va être celle qui va apparaître après dans le jeu. Lors de la création du projet, je me suis aussi dit que c'était tout à fait agréable d'avoir choisi les gargouilles, puisque la Game Jam se passait en ville de Lausanne, et c'est toujours positif, disons, d'avoir une petite résonance aussi, à mon avis, avec le lieu de création et puis l'identité de création, l'identité créative derrière l'équipe qui construit le jeu. Et donc, à mon avis, cette cathédrale de Lausanne, elle est centrale dans notre contexte créatif. Et puis, donc, ce qui en est survenu à partir de l'idée des gargouilles, c'était d'avoir cette cathédrale qui est aussi au centre du jeu, à travers ses décors, et puis qui serait une sorte de cathédrale maudite qui justifierait le fait que les gargouilles reviennent à la vie systématiquement et qu'elles soient immortelles tant que la partie n'est pas terminée. De nouveau, les artistes se font plaisir. Avec des décors que je vous indique ici. Et puis espérons maintenant que la vidéo tourne, autrement je l'ai ailleurs. J'ai eu un problème au cours avant. C'est beaucoup trop fort, pardon. Donc là, ce que vous avez ici, c'est une vidéo qui a été faite donc, par Vutraire, qui était notre responsable communication, puisqu'on s'est doté d'un responsable communication pendant la Game Jam, on a fait les choses à moitié, qui a fait une très brève vidéo pour vous donner une idée de l'ambiance pendant le processus créatif. Je suis navré, je sais pas. Ouais, j'essaye, mais... Ça marche pas non plus. Oui. Il faut que je descende beaucoup plus. Alors, on était effectivement à fond dans le volume. Pardon, excusez-moi pour les tympans. Donc, vous voyez qu'on parle tous ensemble. C'est une très mauvaise idée.
Voilà. Donc comme vous le voyez ici, il y a vraiment, il y a vraiment très fort, en tout cas dans cette vidéo, je pense que c'est ce qui a envie d'être mis en avant, c'est avant tout l'aspect humain, hein, bien sûr, dans le processus créatif, hein, tout ce qui a été pensé lorsque l'événement a été mis en place. Moi, je dois avouer, je partais du principe que je pensais que le jeu qu'on allait faire allait être plus mauvais qu'un jeu fait à 3 personnes. Puisque très probablement la contrainte de temps allait être trop forte pour un groupe aussi grand et que le problème communicationnel allait être très important. Finalement, on s'en est assez bien tiré, sans trop se jeter de fleurs. Et puis voici donc le trailer du jeu qu'on a aussi mis à disposition donc, sur la page Steam, sur lequel le jeu est disponible. Stoneborn. Voilà, vous trouvez très fort dans le matériel de communication qu'on a créé, cette idée que, en tout cas moi je me suis amusé à reprendre partout. Donc cette idée qu'il fallait vraiment que l'événement rentre en lien aussi avec le jeu. Hein. Donc c'est cette phrase qu'on a mis au centre du jeu, qui apparaît aussi quand vous démarrez le jeu. Hein. Ceci représente notre lien, toujours si fragile, mais toujours protégé. Donc voilà, qu'on ait systématiquement cette résonance entre la création du jeu, son game design, et puis le contexte de création, la manière dont il a été créé. Résultat du jeu, et pour quand même aussi montrer des gros problèmes qu'on a eu avec la mise en place de ce système, bon, ça reste une manière extrêmement efficace, hein, non seulement de créer des expériences communes entre les gens, de grandir très rapidement à plusieurs. À mon avis, ça a été très formateur pour beaucoup de personnes dans la scène suisse romande. C'est que la team leader est, à mon avis, venue préparée de manière trop légère. Et elle a dû pitcher, elle a dû défendre un projet devant 26 personnes sans avoir encore suffisamment de structure. Sans être réellement sûr, très précisément, de la direction dans laquelle on voulait prendre le projet. Mais je parle vraiment là de choses extrêmement précises, c'est-à-dire la résolution de l'écran, la taille des gargouilles, même le type de pixel art et autres qu'on voulait décider. Tous ces éléments-là auraient dû être décidés en amont pour réellement pouvoir les poser face à l'équipe sans qu'il y ait de discussion à avoir, ou alors qu'au contraire, la discussion puisse se dérouler autour d'une décision qui avait réellement été réfléchie en amont. Ça, évidemment, ça se passe dans un processus de pré-production et puis dans un début de phase de production. On a décidé qu'il serait presque meilleur justement de donner une semaine complète à la team de leaders pour pouvoir préparer justement ce pitch. Mais au final, est-ce qu'au final on ne s'éloigne pas de l'idée carrément centrale d'une game jam, puisque là on rentre beaucoup plus dans un processus plus classique, standard de production. Et puis il y a eu un problème un peu central, ça c'est rigolo, et ça c'est des choses qui doivent aussi être gérées dans ces fonctionnements. C'est que comme je vous l'ai expliqué, on a séparé les artistes des programmeurs, et donc on a eu des très gros problèmes de communication entre les artistes et les programmeurs. Et dans un moment avec autant de contraintes, ça se joue uniquement la différence entre, tout à coup, effectivement, vous aviez un leader au niveau des programmeurs qui avait posé un timing très précis aux programmeurs, c'est-à-dire il leur avait dit à minuit on va se coucher, on est de retour à 7h du matin, point, et tout le monde devait l'appliquer. Alors que les artistes ont continué à dessiner des gargouilles jusqu'à 5h du matin.
Et puis après, ils dormaient sur les tables jusqu'à 2h de l'après-midi. Et donc, en gros, ils avaient fait du matériel, des dessins auxquels on n'avait pratiquement pas accès, ou on n'avait pas le temps d'y avoir accès, on ne savait pas où ils les avaient mis, avant qu'ils se réveillent. Enfin, après, on les a réveillés, on sait bien. Et voilà, et donc, à cette époque-là, on avait décidé, la prochaine fois, peut-être, on modifiera un petit peu le fonctionnement, et puis peut-être on essaiera plus d'avoir un système où on essaye de mélanger justement tous ces corps de métier. C'est ce qui a été fait lors de la deuxième itération de l'iCube Game Jam, qui a eu lieu à Fribourg, avec sa communauté plutôt fribourgeoise de développeurs, où là, au contraire, ils ont fait des tables consacrées à des éléments de jeu. C'est-à-dire qu'à chaque table, vous aviez un programmeur, un artiste, un game designer qui était présent et qui travaillait sur un élément précis du jeu. J'étais malheureusement pas présent lors de l'entier de l'événement, mais uniquement au début et à la fin, et donc c'est plus difficile pour moi de vous faire un commentaire sur l'efficience de ce système-là. Résultat, ça on l'a amené aussi au Stonefest, qui était un de nos objectifs, qui est donc ce festival rennais vidéoludique, très important pour nous, puisque c'est un festival qui met énormément en avant la pratique justement du jeu multijoueur et du skill. Et puis on a eu l'honneur entre guillemets d'être parmi les nominés, puis même beaucoup les récipients d'un prix lors de ce Stonefest, ce qui a été une belle consécration finale justement pour cet effort humain qui a été mené pendant ce projet. Là, je vous ai vite mis des images de l'équipe fribourgeoise de l'iCube Game Jam, qui a eu lieu donc une année après, puis qui a été vraiment dirigée par une équipe complètement différente. L'idée, c'était vraiment aussi de reprendre le concept, puis de le chambouler un tout petit peu. Voilà pour ma présentation. Très rapidement, je précise, si ça vous intéresse de voir un petit peu le jeu est entièrement gratuit, puisque c'est tout simplement impossible de monétiser un jeu comme ça. Vous avez tellement de studios qui participent dedans, c'est impossible de distribuer l'argent si vous commencez à monétiser ce genre d'objet. Mais c'est pas seulement ça, on voulait aussi faire quelque chose de gratuit. Donc il est disponible gratuitement sur Steam et itch.io, et puis on mène une très très légère communication sur Twitter et sur Facebook par rapport à ce projet d'iCube Game Jam. Merci pour votre écoute. Tu as dit que tu partais du principe que ça serait sans doute un moins bon résultat que s'il y avait 3 personnes. Ouais. Et au final, quel est ton avis après coup sur ça? Est-ce que tu trouves que c'est un meilleur résultat par rapport au temps investi Je pense que c'est un meilleur résultat. Mais j'ai du mal à le dire. Mais parce qu'il y a de tout en Game Jam. Et je pense que c'est devenu un meilleur résultat parce que probablement c'est l'événement Game Jam où les gens ont ressenti la plus forte pression. Et donc, il y a eu réellement aussi un des dangers lors de l'événement, c'était la crainte que les gens ils viennent avec trop d'espoir. Qu'il y ait vraiment cette idée de dire, ok, maintenant on a une force possible de 26 personnes, on va faire un truc incroyable. Et tout le monde avait ça aussi, bien sûr, au fond de lui. De se dire effectivement on va faire mieux, même si on essayait de se convaincre que c'était pas vraiment le cas. Mais je pense que tout le monde a vraiment, et c'est pour ça qu'il y a eu aussi des conflits, tout le monde a vraiment redoublé d'enthousiasme, d'envie de se dépasser et autres. Et le fait d'avoir constamment des retours très constructifs, c'est-à-dire le fait d'avoir à disposition par exemple Sandro ou même moi qui pouvions nous concentrer que sur la réflexion, donc qu'avons vraiment investi 48 heures non-stop à jouer au jeu, tester au jeu, réfléchir, repenser justement par rapport aux contraintes de temps, parce qu'effectivement il y en a eu beaucoup, il y a des décisions qu'on a dû prendre à contre-cœur tout simplement parce qu'on n'avait pas le temps de revenir en arrière. Le fait d'avoir quelqu'un qui se consacre que à ça, c'est un luxe incroyable pour une Game Jam. Multiplier les heures en soi. Voilà, c'est ça, on multiplie les heures, mais on multiplie aussi le danger, communicationnel en fait, c'est ça le problème principal, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple que je donne très souvent, qui pour moi représente bien le problème qu'on a eu avec cette Game Jam, c'est-à-dire, un des programmeurs, que je ne nommerai pas, mais il se reconnaîtra, a commencé à appeler l'attaque de griffe en avant, donc la simple attaque devant. Voilà, vous avancez, vous donnez un coup de griffe, vous donnez une attaque, il a commencé à l'appeler le dash.
Impossible de savoir pourquoi il a fait ça. Pour lui, c'est logique, c'est un dash. Bon, voilà, on en a discuté. Enfin bref, c'était égal, c'était plutôt comique. Il a commencé à l'appeler le dash. Et donc, les gens ont commencé à parler de ce dash, en parler comme d'un dash, oui, Yannick? Ils en parlaient dans le code ou ils en parlaient oralement? Il en parlait oralement. Et dans le code aussi, non? Ça, ce serait... C'est à Aurélien de savoir. C'est possible qu'il ait mis du dash dans le code. Et donc, même dans le code, effectivement, il faudrait vérifier effectivement le code source. Peut-être que... Bah, il a dû enlever depuis. On peut tout voir, ouais, c'est ça, on pourra remonter à l'historique. Donc, il a commencé à appeler ça le dash, ce qui faisait tout à fait sens pour lui. Mais le problème, c'est qu'effectivement, un dash, il s'agit d'une accélération en avant. Ça ne correspond pas du tout à une attaque en avant. Ce n'est pas du tout ce genre de manipulation. Il a appelé ça le dash, il a nommé ça le dash, il en parlait comme le dash. Quand il venait voir les animateurs pour leur demander des types d'animation, il disait « il faut que tu me fasses le dash ». Et donc, moi je me promène au détour des équipes, bien sûr, je regarde un petit peu ce qui se passe derrière, et je vois des animateurs qui sont en train de faire un dash. Je me précipite évidemment, avant de commencer à dire qu'est-ce qui se passe et autres, je me précipite vers Sandro, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, dans le game design, on a un dash. Est-ce que tout à coup, il avait rajouté un dash sur un coup de tête? Il s'était dit, ça serait super si on avait tout à coup la gargouille qui accélère. Ce qui n'était pas du tout le cas, évidemment. Et donc, tout à coup, on a réalisé qu'on a eu 2 animateurs, ou en tout cas un animateur qui a travaillé pendant environ 2-3 heures sur une animation de dash pour rien. Donc c'est doublement difficile parce que non seulement vous devez lui dire ton travail ne sert à rien, ou alors vous êtes un peu plus diplomate et vous dites on va peut-être le mettre, puis après vous allez voir Sandro puis vous dites non. Puis après vous revenez vers l'animateur, vous dites ouais, il y a peut-être une version spéciale et autres, vous essayez un peu de passer de la pommade. Mais évidemment, le processus est tout à fait juste, c'est-à-dire, si tant est que ce dash doit être mis, il doit être testé, il doit être, comme vous avez pu le voir dans la mise en place de Wedding Invaders. Donc voilà, c'est un exemple pour moi qui est très significatif de comment tout à coup, vous n'auriez jamais eu ce problème avec une équipe de 3 ou une équipe de 4 dans une game jam, où la communication se passe extrêmement vite. Elle est constante, voilà, c'est ça. Et là, par contre, là, c'était un danger réel. Et ça m'est vraiment percuté de plein fouet au moment où j'ai réalisé ça. J'étais là, tout à coup, je me suis dit, peut-être il y a 4 choses similaires qui sont en train d'avoir lieu en ce moment même. J'ai effectivement entendu aussi une conversation près de la machine à café. Il y a un double saut. Il y avait des gens qui étaient en train de discuter à côté de la machine à café qui disaient « Ah, moi je suis en train de m'occuper du double saut. » Je me disais « Ah quoi, qu'est-ce qui se passe sur un double saut ?» Parce que vraisemblablement, ils avaient envie d'un double saut. Donc, oui, ouais, Lucas. Dans ce genre de situation arrive, est-ce que ce serait peut-être pas mal d'avoir quelqu'un qui fait un peu le cahier des charges justement, qui sait un peu tous les éléments qui sont là, parce qu'il est directement en communication avec les designers. Oui. Et donc, qui peut aussi faire un peu script, c'est-à-dire qu'il sait à quel point on est au niveau de toutes les animations, simplement tout le matériel qui soit apporté. Justement, on peut tenir vraiment au courant s'il y a quelqu'un qui a un doute, il dit tiens, en fait, est-ce qu'il y a justement un double saut? Il peut le renseigner là-dessus, justement, parce que des fois, j'ai l'impression que, justement, dans les grandes équipes, ça peut être un problème, le fait qu'au fil du temps, on se perd un peu dans un sens. Alors, ça aurait en partie dû être mon travail, je pense. Cette idée de constamment passer effectivement derrière les gens puis leur demander qu'est-ce que tu fais, ok, tu as 1 heure pour le faire ou tu as 1 heure et demie. En partie, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais il me semble que dans la Game Jam à Fribourg, ce rôle-là a plus ou moins été, en tout cas, été pris avec beaucoup plus de sérieux. Où il y a réellement eu là, par contre, un suivi continu effectivement des tâches. Là, on a aussi peut-être probablement aussi un peu plus péché par confiance, c'est-à-dire que le programmeur qui a fait cette erreur est un programmeur de talent. Et puis en gros, c'est plus un problème linguistique. C'est plus un problème effectivement de communication avec les équipes. Oui. Deux petites questions, peut-être pas tant sur le game design que sur vraiment le lead. Quelles sont les différences entre le build après 48 heures et le build que sur Steam? Et comment vous avez fait peut-être pour continuer peut-être à policher un peu le jeu à 26 quoi. Ouais. Et je vois sur Steam qu'il est cross Windows et OS X. Est-ce que c'était une ambition dès le départ? Pourquoi? Comment Alors ça c'est le cross Windows, c'est plus toi qui vas pouvoir y répondre. C'est un choix technologique. On est parti sur Unity et du coup c'est extrêmement facile de builder pour différentes plateformes. Il n'y a pas de version Linux? Malheureusement non. On n'avait pas de quoi la tester, enfin disons qu'on n'avait pas l'énergie et le temps pour
pour s'assurer que ça marchait. Mais théoriquement, ça devrait. Théoriquement, on ne devrait pas en sortir. Et puis sur itch.io, on n'a pas pu le faire sur Steam, puisque la plateforme Steam est beaucoup moins tolérante à mettre différentes choses dessus ou des liens. On a mis sur itch.io le build après 48 heures. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui était important pour nous, c'était de montrer réellement aux gens qui sont intéressés par ce processus créatif, de voir qu'est-ce qu'on a réussi à faire après 48 heures, et puis comment est-ce qu'après un an de travail jusqu'à aller au Stunfest, parce qu'on a fait peut-être un peu moins, on a fait 6 mois, 8 mois de travail, quelle est la version qu'on a amenée au Stunfest, qui était censée être en grande partie la version finale. Après, on a encore amené le jeu au Numeric Games. Il a fait aussi un petit passage, mais avant, au Zurich Game Festival. Donc, en gros, la manière dont ça s'est passé, c'est on a fait, si je ne m'abuse, on a rajouté 5 journées de travail après la Game Jam. Je crois, environ. À plus petite équipe, donc on était entre 8 et 4 personnes, pour avancer sur des éléments très précis du jeu qu'il fallait corriger, principalement des bugs, pour le stabiliser un petit peu plus, pour le rendre effectivement accessible sur des plateformes comme Steam, ce qui nous a permis entre-temps effectivement de le faire greenlighter, et puis de pouvoir le sortir aussi tranquillement, puisque vous l'avez compris, comme il s'agissait d'un jeu de façon gratuite, qu'on n'allait pas monétiser, qu'on faisait dans notre temps libre, il s'agissait de libérer du temps, de libérer le plus de temps possible avec le plus de personnes possible. Donc oui, je dirais il y a à peu près, en tout, environ, il y a peut-être une semaine de travail complète, 7 jours de travail complet sur le jeu, on pourrait dire. Ouais, je pense, quelque chose comme ça. À savoir, je rajouterais juste un truc par rapport au game design, entre la version finale, enfin la version de la jam et puis la version finale du jeu. On a eu de gros débats sur une mécanique qu'on a dû cutter, qu'on a dû enlever et qui du coup a mis pas mal de travail à la poubelle, qui d'ailleurs est présente dans le trailer, c'est ça qu'on se regardait en rigolant parce qu'elle est dans le trailer mais elle n'est plus dans le jeu. C'est le double kiss en gros, c'est la même chose. C'est un peu, voilà, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure de cette mécanique qui est venue en cours, qu'on a aimée et puis au final elle est devenue incontrôlable et je n'arrivais pas à la faire rentrer dans le jeu, peut-être avec plus de temps, mais en tout cas là ça ne fonctionnait pas avec le temps qu'on avait et on a dû... Tu parles de l'attaque. De l'attaque, mais pas de la charge. Oui, de la charge avec l'attaque en fait. Okay. Une grande attaque qui traversait tout l'écran, qui n'existe plus et qui a été la fin de longues discussions. Ouais. Mais tout a été confirmé quand on a montré le jeu au public. Où il y a très rapidement quelque chose qui s'est passé très vite, dans la simplicité justement des échanges. Puis on voulait vraiment en arriver à vous pouvez penser à différents jeux justement multijoueurs qui ont fait leur petit succès aussi sur Steam et puis qui jouent justement sur des mécaniques très très simples de jeu, mais où il y a une accessibilité très rapide et puis très vite il y a quelque chose qui se passe. Donc on était très content de voir dans les différents événements où on l'a amené qu'il y a presque une obligation de communication, c'est-à-dire c'est très difficile de gagner si vous ne communiquez pas avec la personne ou tout à coup vous êtes liés. Parce que tout à coup les deux vont partir dans le même sens et autres. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant le système de jeu vous invite petit à petit, de manière subtile, à ouvrir la communication avec la personne avec qui vous liez. Sur ce petit élément de game design que tu viens de décrire, on l'a pas forcément vu sur les vidéos, le lien n'est rompu que par l'ennemi. Tu peux te balader à l'autre bout de l'écran, le lien va pas se rompre pour autant, il va se tendre. Exactement. Ouais, les deux, donc en gros, vous avez 4 gargouilles, pour expliquer plus sommairement, 4 gargouilles qui reviennent constamment. Donc vous vous tuez, vous disparaissez, vous respawnez, donc vous revenez après 2 secondes. Par contre, s'il y en a 2 qui ont été tués au même moment, enfin pas au même moment, mais dans un laps de temps d'environ 1 seconde ou 2 secondes, ce qui se passe souvent, puisque tout le monde s'attaque, vous avez un lien qui est créé entre les 2 survivants, qui rend invincible les personnes qui ont le lien, mais le lien par contre est frappable. Vous avez vraiment une hitbox, une zone de frappe sur le lien. Et donc les 2 joueurs qui vont revenir à la vie vont devoir s'unir. Donc en fait on passe d'une mécanique qu'on pourrait appeler une mécanique de Battle Royale, qui est du 1 contre 1 contre 1 contre 1, à une mécanique de 2 contre 2, mais où les 2 survivants qui essaient de détruire le lien peuvent aussi se toucher sans faire exprès. Donc ça crée forcément aussi une dynamique assez intéressante. Les 2 essayent de frapper le lien et puis ils se touchent malencontreusement et autres. Et puis ce qui est central et qui est peut-être effectivement pas spécialement clair, qui était très important pour nous dès le début de la discussion du game design, c'est
plus vous êtes éloigné, donc vous avez un marqueur temps qui vous permet de gagner en haut de l'écran. Donc il faut maintenir le lien une certaine durée de temps. Plus vous êtes proche, plus la jauge se remplit lentement. Par contre, plus vous êtes éloigné, donc vous prenez des risques, plus la jauge se remplit rapidement. Donc vous avez une sorte de balai entre les deux joueurs, où tout à coup ils doivent se rapprocher pour mieux se défendre contre les autres gargouilles qui les attaquent. Et puis dès peut-être qu'ils ont été capables de les nettoyer ou de les esquiver, ils peuvent très vite s'étendre pour essayer justement d'augmenter la vitesse de remplissage du lien. Ça crée justement ce que j'appelle une danse, parce que j'aime appeler une danse justement entre les deux joueurs dans le coopératif, que je trouve très intéressant. Pourquoi avoir décidé de séparer les équipes? Pourquoi avoir décidé de séparer les équipes pour mettre des designers avec J'essaye de revenir à la réflexion première, qu'on avait eue. Une chose qui était sûre, c'est qu'on voulait la pièce des leaders, on voulait la salle des leaders, pour avoir des discussions tranquilles. On voulait la pièce game design, avec les itérations, où n'importe qui peut venir, qui était une sorte de salon où les gens pouvaient constamment jouer au jeu. Et puis, par la force des choses, probablement parce qu'on avait l'espace à disposition, on s'est dit qu'il faut qu'on occupe l'espace. Donc à mon avis, c'est beaucoup le contexte aussi de Ceruleum, donc des différentes salles de classe, qui nous a aussi amené à penser ça. Par exemple, l'iCube Game Jam à Fribourg se passe dans un open space, s'est passé dans un open space de coworking très large, avec des plafonds hauts et autres. Et donc, en toute logique, ils ont plutôt fonctionné avec un système où ils avaient des grandes tables, chacun, donc chaque bloc de travail était sur des grandes tables. Mais tout le monde était capable, en gros, de parler avec tout le monde. Et puis, il y avait aussi cette idée, il me semble, aussi pour les programmeurs, que c'était aussi important de pouvoir de temps en temps fermer la porte pour vraiment avoir leur réunion technique, pour vraiment discuter des problématiques techniques tranquillement, sans déranger les artistes à côté. Je crois que c'était aussi ça qui était aussi une volonté, puis qui, à mon avis, a aussi fait que techniquement, ce qui a pu être fait était assez complexe pour le laps de temps qui était octroyé. Puis je pense pour ça, il y avait besoin justement de cette isolation, peut-être. Voilà. Merci beaucoup. S'il y a encore des questions, il y aura encore une discussion à la fin. Maintenant, on va enchaîner avec la présentation d'Aurélien. Donc, le jeu sera joué derrière pendant la présentation. Alors, Sandro fait un premier tour, mais il a accepté de prêter la manette si quelqu'un voulait prendre le relais à un moment ou à un autre. Donc, après quelques niveaux, n'hésitez pas à faire le tour. Attention au siège quand vous venez dans sa claque. À faire le tour et à venir vous asseoir à côté de lui. La manette est la rallonge est assez longue. Et comme ça, à jouer les uns après les autres. Et à pas être trop ridicule si tu veux. On va juste éteindre la lumière pour avoir un meilleur contraste. Attends, une seconde. Une seconde. Voilà. Et ne lui demandez pas la date de sortie du jeu, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, je souhaiterais remercier l'association Pixel qui me permet de prendre aujourd'hui la parole et de vous présenter ce jeu sur lequel je travaille depuis environ 4 ans durant mon temps libre, comme l'a dit Yannick Rochin. En gros, ce jeu, c'est un platformer 2D, un puzzle platformer 2D qui se déroule dans le monde des insectes. L'idée derrière, c'est de mettre en avant un peu, c'est une sorte d'hommage à Dame Nature. Je voulais vraiment... Ça fait marrer. Ah oui, c'est un gag récurrent entre nous. Moi j'aime beaucoup, en tout cas je voulais au travers de ce jeu montrer mon respect pour la nature, et puis c'est un choix qui se voit dans tout le développement du jeu, dans tous les choix décisionnels. Je voulais vraiment mettre en avant une sorte de respect pour l'environnement. Je pense que tu peux commencer. Alors là c'est une démo, on va jouer une démo, et du coup il y a environ 18 niveaux. Dans le jeu actuellement il y a 48 niveaux, je dirais. Voilà, tu peux passer rapidement. Alors là on voit directement le premier insecte. Et là c'est toujours intéressant de voir, certains joueurs essayent de le tuer ou d'interagir avec, mais d'une manière assez agressive. Et c'est tout le concept du jeu, c'est d'avoir des interactions pacifistes avec les différents êtres de cet environnement.
Alors là, c'est les premiers éléments de level design. Je m'assure ici que la personne a bien compris comment sauter, éviter les trous, première rencontre avec un insecte. Et ici, ce saut-là, tu l'as fait très rapidement, certaines personnes ont du mal. Alors là ici, je m'assure justement que d'une manière safe, disons d'une manière sécurisée, la personne peut réessayer et retenter sans avoir à recommencer tout le niveau. Voilà. Donc, il y a une notion de temps ici. Alors actuellement, j'écris le temps. C'est pour essayer de forcer les joueurs à aller vite. Enfin, c'est pas trop. C'est pas idéal pour l'instant, je vais certainement le supprimer, mais pour le moment c'est là, j'ai pas encore pris le temps de redesigner et de vraiment repenser comment cette notion de temps va être implémentée pour qu'elle n'aille pas à l'encontre des mécaniques. Donc le but du jeu là, c'est de récupérer ces orbes, et une fois toutes les orbes récupérées, vous débloquez en fait le portail qui vous permet d'accéder au niveau suivant. Donc là on voit. Donc ce projet a été réalisé, initialement il a été créé par l'envie de... Je t'ai fait écraser. Il y a des bugs dans le jeu. Initialement j'ai initié le projet. Il est parti à la base d'un challenge technique que je voulais absolument faire. C'est-à-dire que durant mes études j'ai essayé de réaliser un platformer. Malheureusement ça a été un peu un échec. J'ai pas réussi à atteindre la qualité que je souhaitais. Et puis après coup, je suis arrivé dans l'industrie, j'ai travaillé chez Ubisoft à Zurich. Donc après mes études, j'ai été engagé chez Ubisoft. Et puis j'ai toujours voulu retenter l'expérience, refaire un platformer. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'une part pour découvrir l'intégration d'un moteur physique, de mettre en place toutes les mécaniques d'un platformer. Là, on peut voir. Le jeu sera disponible une fois à sa sortie. Alors je ne sais pas encore quelle version sera disponible avant l'autre, mais je le développe conjointement sur mobile et sur ordinateur, sur machine desktop et puis Mac. Ce niveau-là est un peu particulier parce que c'est un niveau généré aléatoirement. Chaque élément du niveau sont posés procéduralement. Donc, ce qui me permettait, moi, en fait, je suis parti sur des niveaux, aussi des niveaux, un mix de niveaux générés et un mix de niveaux non générés pour déjà tester certains aspects, trouver certains avancements de niveau qui me permettent aussi de générer des idées pour moi. Et puis qui me permettent aussi de tester le jeu, parce que c'est bien sympa de faire des niveaux puzzle, mais une fois qu'on les a finis une fois, c'est plus très intéressant par la suite de les refaire. Du coup, j'ai mis en place un système où les niveaux sont générés, qui me permettent moi aussi d'apprécier jouer à mon jeu, ce qui est aussi sympa. Donc comme on l'a dit, ce jeu est réalisé par moi-même, mais j'ai aussi un ami qui m'aide pour toute la partie sound design. Son nom est Josué Salomon, et du coup on travaille conjointement sur cette partie-là. Donc là on commence à entrer dans des niveaux un peu plus techniques, mais je crois qu'il connaissait déjà la solution. Oui. Je voulais montrer aux gens comment ça faisait quand tu connaissais pas la solution. Donc là l'idée c'est de... Alors je ne vais peut-être pas donner la solution, mais bon, tu la connais. Oui. Du coup, c'est l'idée, la première fois on découvre. Alors, chaque mécanique de jeu, enfin, chaque interaction avec les objets a une première phase de présentation, disons, sans danger. Et puis ensuite, on part avec quasiment les mêmes mécaniques, mais avec du danger. Là, en l'occurrence, il fallait anticiper le fait qu'on doit retourner et du coup préparer et garder quelques blocs pour revenir. Donc là, vous verrez à la fin, là je mets aussi quelques éléments scénaristiques, c'est vraiment basique, mais
toujours sympa. Voilà. Un aspect, comme vous le remarquez, un aspect très important du jeu est notamment le level design, où c'est vraiment là, il y a pas mal d'éléments, pas mal de mécaniques qui sont mis en place, mais c'est au travers du level design qu'on arrive vraiment à avoir le potentiel d'interaction avec et de maximiser, enfin de vraiment passer le message qui est derrière le jeu. Voilà. Bien joué. Donc là dans les décors, j'essaie aussi de mettre en avant la petitesse du personnage en ayant une vue de caméra qui s'éloigne et qui nous permet de montrer à quel point le personnage est vraiment minuscule dans cet immense niveau. Donc là, c'est là qu'on découvre en fait qu'on peut passer au travers des pics. Comme Sandro l'a montré, la plupart des gens partent directement de ce côté-là et essayent de sauter en vain pour essayer de monter ici. Et c'est en franchissant, en faisant le premier pas, les gens se disent « Ah, en fait, je peux marcher dedans ». Et dès ce moment-là, on découvre une partie intéressante du level design, ce qui permet de peut-être refaire des niveaux d'avant ou pour attraper certains objets, etc. Donc là aussi, on découvre aussi l'attirance des orbes. Afin de réaliser les niveaux, j'ai mis en place j'ai créé un éditeur de niveau maison. Tu vas te voir aller en bas là. Ah ouais. J'ai créé un éditeur de niveau maison qui me permet de tester des concepts assez rapidement. Et au final, ça sera intéressant de le fournir directement avec le jeu, ce qui permettra de générer du contenu utilisateur. Ça pourrait être vraiment intéressant de voir des gens qui créent un peu des niveaux et qui les partagent. J'ai dû faire pas mal de choix d'orientation au niveau level design, artistique, etc. pour me permettre de passer un minimum de temps et gagner ainsi pas mal de temps pour produire un maximum de niveaux. C'est pour ça que vous voyez des niveaux très très simples. En fait, tout est un peu cubique au niveau du sol et les graphismes sont générés en fait. C'est-à-dire que toutes les plantes ici qui sont là autour n'ont pas été mises par moi, mais elles sont, à partir des différents blocs, elles sont générées à chaque début de niveau. Si vous relancez un niveau, par exemple, vous n'aurez jamais les mêmes plantes autour. Ce qui permet de gagner un temps gigantesque en termes d'agencement, de décoration, etc. Donc là, on passe dans une deuxième version du niveau généré, avec plus de trous, plus de pics, dans le deuxième environnement. Comme vous l'avez remarqué durant les précédentes présentations, moi je viens plutôt de la programmation. Là, on voit clairement, c'est le sentiment que je voulais faire passer avec les mouches. Elles vont pas vous tuer, mais par contre, elles sont un peu agaçantes. Mais un autre aspect, c'est qu'on peut aussi les utiliser. Si par exemple tu sautes une fois qu'elle a décollé, tu vas pouvoir passer au-dessus. Non, tu peux recommencer. Voilà, tu as perdu. Voilà. J'étais plus bon. J'ai mis pas mal d'efforts pour faire des contrôles qui sont vraiment une facilité de prise en main. Oh, pas mal. Une facilité, j'ai vraiment, ouais, 1, 2. J'ai vraiment pris du temps pour essayer de maximiser le temps de prise en main. Et c'était assez intéressant de voir que durant le Stunfest, j'ai proposé à une équipe de speedrunners de faire
de faire un blind run. Ce qu'on appelle, c'est vraiment une découverte du jeu pour la première fois, d'essayer de speedrunner le jeu. Et ça a été une expérience assez enrichissante, parce que j'ai pu voir que le joueur qui a fait cette expérience a réussi à finir le jeu en seulement 16 minutes, alors qu'en moyenne, des joueurs sur le stand finissaient en 45 minutes, voire 1 heure. Et ça a été très enrichissant pour moi, parce que ça m'a validé la lisibilité du gameplay, la lisibilité du level design et la facilité de prise en main du jeu. C'était assez impressionnant de voir le joueur. Celui-là, tu l'as peut-être déjà jamais fait. Ah oui, ok. Ah ouais, je vois. Je vais peut-être baisser ici comme ça. C'est un peu plus fluide. Quelqu'un d'autre veut la manette? Il y a des choses à dire sur le prochain décor, c'est ça? Ouais, exactement, j'attends là. On va essayer. Oh purée. Dans tous les niveaux comme celui-ci par exemple, il y a à chaque fois une manière évidemment optimale de le terminer, et je fais en sorte de toujours proposer des solutions pour le finir. Par exemple, si tu veux que je te montre, je peux te montrer une des astuces dans ce niveau. Alors la solution normale de le faire, disons que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite on passe ici, puis on fait comme ça. Puis après on peut passer de l'autre côté. Et l'autre solution, c'est d'y aller plutôt comme ça. Hop. Voilà. Je vais essayer de recommencer. Tac, tac. Et là, depuis là, hop. C'est pas un bon exemple. Hop, 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 hop. Easy, quelle beauté de la forme. Ah, yeah. C'est ça. Oh yeah. Non, c'est moi qui l'ai fait. Il n'y a pas de grand mérite à passer des tonnes d'heures à faire ça. Là, on va entrer dans le troisième environnement, la fourmilière. Voilà. Et là, on découvre une nouvelle mécanique d'interaction avec les fourmis. Pas de chance. On va entendre une qui vient dans l'autre sens. Voilà, bien joué. On va les pousser dans le vide. Tu peux les faire tomber, ouais. Voilà, t'as bien le temps d'attendre. Bien joué. Donc c'était assez intéressant de toujours trouver les... C'était toujours intéressant d'essayer de trouver des manières pacifistes de donner un challenge aux joueurs. Ah, celui-là est pas mal. Tu le connais ou bien? Pourquoi je fais juste? Oh, je sais pas. Non. Je pense pas. Si quelqu'un a quelque chose à proposer. Pas mal. Et ouais. Donc il y a toujours, dans les niveaux, il y a toujours un mix entre de la réflexion et de la dextérité. Donc là moi, ce que je suis en train d'établir justement pour équilibrer et donner une sorte d'évolution dans la difficulté du niveau, je
suis en train de lister tous les niveaux et de leur donner des notes en termes de réflexion et des notes en termes de dextérité. Et à partir de là, j'essaie de m'assurer que chaque élément a été introduit d'une manière sans danger, et après coup que ces techniques sont réutilisées dans des environnements plus dangereux. C'est des techniques qui sont utilisées chez Nintendo, on peut le remarquer assez facilement dans leur manière de concevoir des niveaux, notamment dans Mario. Je vais rester ici. Oh yeah! Magnifique. Tu prends des questions au cours de Oui, la alors je présentation? pense qu'on va prendre des questions. Il y a une question. Ouais, parce que tu disais que tu as fait justement exprès de faire tout ça de manière pacifique, donc dans son interaction pacifique. Est-ce que c'est plus difficile Est-ce que c'est plus difficile de réfléchir à ce genre de mécanique que d'appliquer justement de mettre en place le truc plus classique, on va dire, à la Mario? Oui, en effet, oui, c'est beaucoup plus difficile, mais en même temps, c'est ce qui apporte vraiment une touche unique au jeu, et je trouvais que c'était, au début, à plusieurs reprises, je me suis dit, je vais mettre des pics sur les ennemis, je pourrais faire tel ou tel puzzle, ça va m'ouvrir une grande possibilité, et à chaque fois, j'ai essayé quand même de me forcer à trouver des solutions en utilisant des interactions pacifistes. Et oui, effectivement, c'est un peu plus dur. Mais j'étais quand même obligé d'avoir des éléments d'environnement qui sont là pour donner d'achever la partie de l'utilisateur. Moi j'ai une petite question. Oui. On est passé très vite sur l'écran de présentation, mais l'avatar, quel est le choix de l'avatar dans cet environnement? Qu'est-ce qu'il représente? Pourquoi est-ce qu'il a une forme un peu humanoïde dans ce jeu? Est-ce que c'est réfléchi ou est-ce que c'est... Alors, oui et non. Disons que c'est quelque chose que je dois encore approfondir. L'avatar ne me plaît pas encore. C'est la prochaine étape, le prochain gros chantier, disons, du jeu, ça va être la refonte du joueur. Et j'ai déjà quelques idées au niveau du scénario, mais le personnage n'est pas encore définitif. C'est vrai que tout prend du temps en fait. Dès le moment où on fait ça dans son temps libre, là ça fait environ 6 mois que je suis à travailler juste pour les environnements, à leur donner un style graphique. Avant on était en mode, c'était plus des silhouettes, tout était silhouette. À chaque fois, à chaque étape, j'essaye d'avancer un peu plus et de prendre des décisions qui me permettent d'avancer sans trop, en ayant des compromis. Au tout début, je suis parti en laissant tout l'aspect graphique de côté et en me disant je vais faire des silhouettes, ça va être beaucoup plus simple. Ça me permet de me concentrer sur le level design et d'avoir quand même quelque chose à montrer et quand même pouvoir demander aux gens de tester en ayant quelque chose de pas non plus complètement basique. Et au fur et à mesure, j'essaie d'améliorer. Donc là, je m'occupe des environnements actuellement. Prochaine étape, ça sera le joueur. Et après coup, je vais refaire une refonte sur le level design, etc. C'est toujours pareil, comme ça. Oui. Toi, en tant que développeur, tu as surtout fait la partie code. En théorie, par exemple, l'interaction avec les champignons ou comment la masse champignon fonctionne, ou la structure champignon fonctionne, ça tu l'as codé et c'est plus ou moins gravé dans la pierre. Et maintenant, tu t'occupes effectivement Voilà, exactement. Alors, comme j'ai dit à la base, c'est vraiment parti d'un challenge où je voulais vraiment m'assurer que j'arrive à faire un platformer avec un moteur physique. Dès le moment où j'ai validé ça, j'ai pu continuer sur les autres aspects et enrichir l'aspect graphisme, les graphismes, et puis l'histoire va s'en suivre, etc. D'accord. Parce que ça, en game design, c'est aussi important de savoir quel est finalement l'axe, parce que quand on crée un jeu, il y a plusieurs éléments. Et par exemple, si on met effectivement plus dans l'histoire, au tout début, qu'on a d'abord toute l'histoire, puis ensuite on construit un jeu, puis qu'on a d'abord tout le code, puis ensuite on construit un jeu, le rendu à la fin du jeu, même si on part du principe qu'on va faire le même type de jeu, n'est pas le même. Oui, exactement. C'est assez intéressant. Il y a notamment les jeux qui sont dirigés par l'histoire.
commence certainement par l'histoire. Moi, je voulais vraiment, c'était le contrôle, un peu comme un jeu comme Super Meat Boy, où l'histoire peut arriver dans un second plan, mais vraiment les mécaniques de contrôle du personnage sont la clé du jeu, je dirais. Parce qu'au début, je pensais que ce serait genre plus contemplatif, un peu comme un Inside. Mais Oui. au final, là, quand on en arrive là, on voit que c'est beaucoup plus technique. Effectivement. Yeah. Merci. J'ai une petite question. Tu as utilisé quoi comme technologie pour faire le moteur physique? Alors ça, c'est de l'action script. Donc c'est du Flash en gros. ActionScript 3, ça tourne justement sur la plateforme Adobe Air. Et puis là, j'utilise un framework qui vient se poser sur la couche 3D de Flash, Stage 3D. Et puis, ce qui me permet d'avoir toute l'accélération graphique, d'avoir des shaders et d'avoir toutes les options qu'on a, disons, dans l'utilisation d'un GPU. C'est le premier game engine que tu as essayé. Est-ce que tu savais qu'il répondait à tes envies ou est-ce que tu as testé d'autres choses? Non, c'était une curiosité. Je l'utilisais chez Ubisoft. Et puis j'aimais bien la dynamique de la communauté qui était derrière. Le moteur est réalisé par une personne. Et puis, au travers de ces interactions, je suis tout ce qu'il fait sur les réseaux, et notamment sur GitHub. Et la dynamique de la communauté me plaisait bien, et puis je voyais que le moteur répondait à mes besoins. Et du coup, je suis parti là-dessus. Avec du recul, si je devais recommencer un jeu, je ne reprendrais peut-être pas cette technologie. Je partirais plus sur du Unity, ce qui me permet d'avoir certains avantages. Mais là, comme le code a une grande responsabilité, ça me va aussi de vraiment gérer du bout en bout en code et qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que dans Unity, parfois, on ne sait pas vraiment quand sont un peu les éléments, tandis que là, je sais exactement, au niveau optimisation, ça me permet vraiment de savoir ce qui se passe. Ça peut être un avantage aussi. Donc là, il est dans la deuxième partie du jeu, la partie qu'on débloque justement une fois la partie puzzle terminée. Là, il s'agit d'une partie qui contient en fait des bribes de niveaux appondus les uns après les autres, ce que j'appelle des chunks. Et entre les chunks, je mets des parties de niveau générées aléatoirement, comme on a pu le voir dans les autres niveaux. Donc là, on voit un gros module. Ici, c'est un chunk. Et au fur et à mesure des niveaux, les chunks deviennent de plus en plus durs. Ce qui permet... ce mode-là, je crois qu'il n'y a jamais personne qui l'a terminé. Du coup, il y a 6 niveaux à la suite. Et la mort est permanente. Là, vous mourrez, vous recommencez à zéro. Il y a 4 ans aussi, je ne sais pas si Unity c'était disponible comme maintenant ou si... Oui, ça existait déjà, c'était déjà assez puissant. Mais j'avais déjà étudié un peu le moteur. Ça ne m'avait pas spécialement plu. Je pensais que c'était spécialisé, je pense que c'était plus spécialisé pour la 3D à l'époque, en tout cas. D'accord, ouais. Parce qu'il y a un moment où tu t'es dit, je pourrais le refaire sur Unity. Ouais, je me le suis dit, mais quand je vois l'ampleur du code qu'il y a derrière, je me suis dit non, en fait, c'est assez peu de bénéfices. J'ai meilleur temps de continuer avec ce que j'ai. Par contre, j'ai... qu'on a déjà en quantité. Pardon ? Ça dépend finalement de la quantité qu'on a eue au moment où Unity est apparu, parce que je vois maintenant beaucoup de gens utilisent Unity. Voilà, alors ça dépend ce que faisait le jeu. Des fois, pour prototyper des choses, Unity, enfin, d'autres langages que Unity peuvent être aussi pratiques. Là, j'ai tellement de dépendance au moteur physique, j'ai tellement dû faire d'efforts pour essayer de faire fonctionner le moteur physique pour qu'il corresponde exactement à mes besoins, que changer de moteur physique, c'est détruire aussi une partie du jeu. Oui, on est d'accord. Non. Monstre, ce garçon. Elle a envie d'y aller. Oh. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci beaucoup. Merci aux playtesters.
Merci. Alors maintenant, on va